Donc je vais vous parler du transhumanisme contre l'humanité. Le transhumanisme n'ayant rien à voir avec la transhumance, on le verra. Ou alors c'est la transhumance de l'humain à la machine. On fêtera cette année le bicentenaire du roman de Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Ce roman, écrit en 1816, est emblématique d'une recherche folle renversant toutes les valeurs des cultures humaines, y compris la mort, l'amour, l'altérité. Victor Frankenstein, le savant, a fabriqué une créature avec des morceaux de cadavres humains. Comment alors ne pas évoquer certains travaux contemporains de biologie synthétique? Aux États-Unis, le biologiste Craig Venter a fabriqué une cellule vivante, une bactérie, avec des morceaux de cellules. Écoutons ce qu'écrivait Mary Shelley dans son roman, il y a 2 siècles. « Ce qui anime Victor, disait-elle, c'est l'obsession de déployer devant l'univers les mystères les plus cachés de la création. Comment connaître les secrets de la terre et du ciel, bannir du corps la maladie, rendre l'homme invulnérable. Il y a là davantage que l'ambition de la recherche scientifique ou médicale traditionnelle, plutôt une quête pour jouer à Dieu qui annonçait nos modernes transhumanistes. Le transhumanisme, c'est un mouvement, on peut dire idéologique, d'ambition scientifique, qui est né en Californie dans les années 60 et qui a pris une importance considérable aux États-Unis et qui est en train de gagner l'Europe. Le transhumanisme se base sur des constats. D'abord, que l'homme est médiocre. La preuve, c'est qu'il a été battu aux échecs par un ordinateur il y a presque 20 ans. Que l'homme est fragile. La preuve, c'est qu'il est souvent malade. Que l'homme a une vie brève. Et surtout, que l'homme est en dégénérescence continue, car à cause de la médecine, qui conserve les tarés, eh bien la dégénérescence s'aggrave à chaque génération. On retrouve là la vieille phobie eugénique qu'on a connue il y a quelques siècles déjà. Donc, ce qu'il faut, c'est augmenter l'homme, et ceci peut se faire grâce aux nouvelles technologies. Ça commence par l'eugénisme prénatal. On peut évoquer le diagnostic préimplantatoire, qu'on appelle le DPI, qui permet de sélectionner, aujourd'hui en général et en tout cas en France, au seul niveau des pathologies, mais déjà dans certains pays, et certainement partout à l'avenir, pour des conditions qui n'ont plus rien à voir avec la pathologie. Sélectionner les embryons, ça veut dire sélectionner l'humanité. Au DPI, donc à ce diagnostic préimplantatoire, qui établit le génome de chaque individu à l'état d'œuf, à ce DPI s'ajoute la transgenèse, qui n'est pas encore pratiquée, mais qui ne pose pas de problème technique. Et à la transgenèse et au DPI s'ajoutent les conditions de culture, parce que bien évidemment, le ventre de la femme n'est sûrement pas le meilleur moyen, le meilleur milieu pour qu'un bébé parfait puisse apparaître. Donc les conditions de culture seraient appropriées, et ça rappelle le roman d'Aldous Huxley, dans la grossesse ectopique, en dehors du corps. Après la naissance, il faudra appliquer un programme sérieux de médecine personnalisée avec la carte d'identité génétique qui a été évoquée ce matin par un intervenant et qui, effectivement, va devenir faisable de plus en plus, mais qui est quelque chose que je trouve personnellement plutôt terrorisant. Donc à partir de cette carte d'identité génétique et à partir aussi de nanorobots qui seraient dispersés dans le corps par centaines ou par milliers, on pourrait dépister et corriger tous les déséquilibres physiologiques de l'individu, ce qui nous permettrait d'arriver à un état de santé permanente, d'autant qu'on pourrait y ajouter la greffe d'organes de substitution pour remplacer des pièces déficientes, des membres ou des organes. Alors, je cite ici Laurent Alexandre, qui est un médecin urologue français, chroniqueur au journal Le Monde, et qui dirige une entreprise de génie génétique, et qui est en France, je crois, le meilleur avocat du transhumanisme.
Laurent Alexandre écrit dans son livre « La mort de la mort », il écrit « L'homme qui vivra 200 ans est déjà né. L'immortalité suivra. » Donc, voilà, c'est affirmé comme cela. Alors, pour assumer tout cela, et pour arriver vraiment à ce que ce transhumanisme fonctionne, il faut un apport considérable des moyens informatiques. Ceci pour le fonctionnement des prothèses internes à l'organisme et des prothèses externes, par exemple les membres. Et il faut surtout la connexion du cerveau à l'ordinateur pour qu'une intelligence artificielle soit intégrée au vivant et augmente considérablement nos qualités intellectuelles qui, je vous l'ai dit, d'après les transhumanistes, sont vraiment trop faibles. Il faut aussi l'apport d'autres nouvelles technologies qu'on regroupe par exemple sous le nom de biologie synthétique, laquelle permettra de fabriquer des organismes nouveaux qui n'existent pas et qui permettront de nous alimenter dans toutes les conditions et qui permettront aussi de dépolluer notre environnement. Et puis, toute cette nouvelle discipline qu'on appelle nanotechnologie interviendra à peu près à tous les niveaux, en particulier par la fabrication de ces nanorobots qui pourront contrôler notre corps. Donc avec toutes ces technologies-là, on devrait arriver, selon les transhumanismes, au dépassement des performances naturelles de l'espèce. Vous voyez qu'il ne s'agit plus de médecine pour réparer les corps. Il s'agit là d'augmenter l'humanité. Donc c'est un projet qui est quand même assez nouveau. Mais en même temps, disent les transhumanistes, l'humanité ne peut se dépasser qu'avec l'aide de machines qui sont de plus en plus performantes alors que l'homme l'est de moins en moins. Il y a bien sûr des bases scientifiques ou idéologiques à ce mouvement, et une base qui est indiscutable, c'est l'énorme progrès de l'informatique en 50 ans. La loi de Moore, Moore est un informaticien américain qui, en 1965, avait prédit que la puissance de calcul des ordinateurs serait doublée tous les 18 mois. Et ça s'est effectivement réalisé jusqu'à ce jour. Donc cette prédiction vérifiée est très vite extrapolée au vivant. Parce que le deuxième principe idéologique des transhumanistes, c'est que le vivant est une machine biologique. Biologique certes, mais une machine. Et là, Craig Venter, le même que j'évoquais tout à l'heure, prétend qu'il a créé la vie parce qu'il a donc retiré le chromosome d'une bactérie et l'a remplacé par un chromosome artificiel dont l'ADN a été fabriqué à partir du programme de son ordinateur. Alors c'est une performance technique remarquable, mais à partir de là, il prétend avoir créé la vie. En fait, il a créé un ADN artificiel. Et il a fait une transgenèse intégrale, puisque tout le génome a été transféré dans la bactérie, laquelle a pu se multiplier, donc a pu vivre normalement. Mais il oublie que la bactérie était vivante quand il a retiré son ADN, et qu'elle l'était encore au moment où il a remis de l'ADN artificiel. Autrement dit, ce qui lui permet de dire qu'il a créé la vie, c'est parce que la vie, il la voit dans l'ADN. L'ADN synthétique serait un ADN vivant, comme l'est l'ADN naturel, parce que l'ADN serait la vie. On retombe là dans la vieille mystique de l'ADN qui existe très fortement depuis plus d'un demi-siècle. Et là encore, je citerai Laurent Alexandre qui dit « Il n'y a aucune différence entre une molécule vivante et une molécule chimique ». Ah oui, mais le problème c'est qu'il n'existe pas de molécule vivante. Toute molécule est chimique, y compris l'ADN. Donc on voit que c'est une mystification de faire croire que l'ADN c'est la vie, et à partir de là, on peut raconter un peu n'importe quoi. Parce qu'en prétendant que la vie se confond avec la chimie, les transhumanistes disent que la vie n'existe pas. Et cela leur permet, ça leur donne l'audace de prétendre que la mort, qui est la fin de la vie, pourra être supprimée. C'est le projet effectivement de Laurent Alexandre et des autres. D'où on arrive à des promesses fantastiques. Je citerai par exemple le Britannique Kevin Warwick, qui s'est proclamé premier cyborg en 2005 parce qu'il s'est implanté sous la peau des puces RFID, ce qui lui permet par exemple d'ouvrir la porte de sa maison, ce qui est effectivement quelque chose d'indispensable, sans avoir de clé.
Et ce monsieur déclarait en 2005 « La télépathie existera en 2015 grâce aux puces électroniques qu'on implantera dans le cerveau ». Alors voilà une prévision qu'on peut dire un peu audacieuse, puisque nous sommes en 2016 et on n'a toujours pas entendu parler de télépathie possible. Je citerai l'Américain qui est le pape du transhumanisme, Ray Kurzweil, qui est responsable de la recherche chez Google, ce qui n'est pas rien, et qui nous promet, entre autres, que la fusion entre l'homme et l'ordinateur sera réalisée en 2050. C'est ce moment qu'il appelle la singularité, c'est-à-dire le moment où le transhumain va devenir un post-humain, ce qui est la finalité des transhumanistes. Alors, on remarque que pour dire des choses pareilles, les leaders du transhumanisme ne sont pas sont très rarement des biologistes ou des médecins. Ce sont essentiellement des physiciens et des informaticiens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la notion de la complexité du vivant, ce qui leur permet de l'assimiler à une machine, de prétendre la réparer et à peu près tout faire dessus. Je donne l'exemple toujours de Ray Kurzweil. Dans sa vie quotidienne, il prépare son immortalité en absorbant chaque jour 100 pilules qui lui permettront de gagner énormément de temps. 100 pilules par jour. Mais dans ce programme, il n'y a pas de notion des doses utiles et surtout, il n'y a pas de notion des interactions médicamenteuses néfastes. Tout ça est ignoré par un mécanicien du vivant. Et de plus, il faut noter que ces 100 pilules coûtent 1 000 $ par jour, ce qui montre que l'immortalité ne sera pas pour tout le monde. Le transhumanisme bénéficie aux États-Unis de moyens de recherche absolument considérables. C'est le secteur de recherche qui est le mieux pourvu en budget. Ils sont pourvus par la NASA, par Google, Facebook, beaucoup de multinationales. Mais en Europe, que se passe-t-il ? En Europe, le transhumanisme officiellement n'existe pas. Pourtant, les mêmes thèmes sont financés, surtout par les institutions, mais pudiquement. On ne parle jamais de transhumanisme. Je donne quand même quelques exemples. L'Union européenne, depuis plusieurs années, finance un programme qui s'appelle Human Brain Project et qui a pour but la connexion du cerveau à l'ordinateur. Et en général, l'argument est de ce type, de ce qu'on a vu, c'est-à-dire la compassion envers des paralysés qui peuvent ainsi avoir un contact avec l'extérieur et un semblant de vie normale. Mais en fait, qu'est-ce que recouvre ce programme de connexion du cerveau à l'ordinateur ? Ça recouvre exactement ce que Ray Kurzweil appelle la singularité. Donc on voit que ce n'est pas aussi simple. Je citerai aussi l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, à laquelle j'ai appartenu pendant 25 ans, qui a des unités qui travaillent sur les relations entre le génome et les comportements. C'est-à-dire le but est d'étudier les bases génétiques des déviances, voire des qualités. Et on voit là quand même, bien sûr, toujours avec des bons arguments, on voit quand même une volonté de biologiser les comportements qui, à mon avis, est un peu inquiétante. Je citerai aussi le ministère de la Santé, et là, ça s'est passé il y a 1 mois, qui a promis des moyens considérables pour la médecine personnalisée préventive, c'est-à-dire que le but sera de séquencer tous les génomes de façon à ce que tous les gens soient mis dans la case patient et qu'on puisse leur administrer des traitements qui correspondent à leur génome. Et puis je citerai finalement, et là c'était il y a 1 semaine, le Conseil constitutionnel français qui vient d'autoriser la recherche sur l'embryon humain avant qu'il soit transféré dans l'utérus, c'est-à-dire qu'avant la recherche était interdite, elle a été autorisée il y a très peu de temps, et d'un seul coup elle était autorisée, mais on n'avait pas le droit de remettre l'embryon ayant servi à la recherche dans l'utérus, ce qui paraît une précaution quand même minimale. Maintenant on peut le remettre dans l'utérus, et ceci hors d'un encadrement véritablement sérieux. Donc, on voit que l'embryon humain aussi est devenu un objet expérimental, un cobaye, sans que ça pose de problème. Donc, là j'ai cité quelques cas, mais beaucoup de contrats de recherche officiels sont en réalité des contributions au transhumanisme. Quand on rappelle Victor Frankenstein, c'est un chercheur isolé, c'est sûr, mais on dit que c'est un savant fou. Et aujourd'hui, la plupart dans la population, on croit qu'il y a des savants fous dans les laboratoires. Il y a bien longtemps qu'il y en a plus.
depuis que la recherche a été mise en institution, qu'il y a des quantités énormes de chercheurs de différentes spécialités qui collaborent ensemble sur un programme qu'ils ont en commun. S'il y avait un fou parmi eux, il serait vite éliminé parce que nuisible à la collectivité des chercheurs. Donc il n'y a pas de chercheurs fous aujourd'hui. Mais alors s'il y a de la folie, elle est où? Elle est peut-être du côté du système lui-même. Et c'est peut-être encore plus grave. Quel est l'avenir pour le transhumanisme? Il avance très vite. Il avance vite parce que contrairement à ce que fait la recherche qui essaie de garder un brin d'humanisme, eh bien, le transhumanisme refuse toute limite à la recherche. Il contredit là le premier principe de la bioéthique qui est toujours de poser des limites. Le transhumanisme ne veut qu'aucun domaine soit sacralisé. Je viens de citer le cas de l'embryon humain. Et refuse le principe de précaution qui fait perdre du temps pour aller vers la transhumanité. Évidemment, les transhumanistes ont des développements espérés, même s'ils ne sont pas réalisés, par les industriels, ce qui attire des aides financières. C'est vrai aux États-Unis, je l'ai dit, mais c'est vrai aussi en Europe. Mais c'est aussi une matière à rêver pour les médias qui en parlent très très souvent, de plus en plus, et qu'il y a une certaine complicité dans les promesses, c'est-à-dire que le langage médiatique est tout à fait ambigu. Il y a une admiration devant les possibilités techniques, et puis il y a toujours à la fin d'un article un petit couplet « Oh, mais il faudrait quand même faire attention », ce qui ne changera pas grand-chose. Objectivement, il faut reconnaître que les promesses des transhumanistes correspondent à des fantasmes dans les populations. Il y a une fascination, une acceptation passive, parce que tout ça évoque nos mythes anciens, le surhomme, l'immortalité, le double avec le clonage. Alors, est-ce que les promesses des transhumanistes sont réalisables? Beaucoup ne sont pas réalistes, il faut le dire. Elles sont infaisables. L'immortalité, un biologiste ne peut pas croire qu'on arrivera à vaincre la mort. Mais c'est d'ailleurs assez étonnant, puisque cette idée d'immortalité nous arrive juste, elle est vieille comme le monde, mais elle arrive par le biais de la science, juste au moment où la durée de vie en bonne santé diminue. C'est-à-dire qu'on pourrait plutôt considérer que le temps est urgent de conserver les acquis de la longévité qu'on a pu gagner, plutôt que de se lancer dans des aventures pareilles. D'autres promesses des transhumanistes sont faisables, mais leurs conséquences sont imprévisibles. C'est le cas, par exemple, du diagnostic pré-implantatoire. C'est faisable puisque ça se fait. On pourrait élargir le nombre de critères qu'on choisit pour sélectionner les embryons. Pour cela, il faut une population abondante d'embryons. Et ici, il faut bien comprendre qu'il y a actuellement des travaux chez l'animal, chez la souris, qui sont assez inquiétants, en même temps assez extraordinaires. C'est-à-dire qu'il ne s'agit même pas de cellules souches, mais des cellules banales. Des cellules de la peau peuvent devenir des gamètes, ce que tout biologiste pensait impossible, puisque la lignée des cellules somatiques de tout le corps était indépendante de la lignée germinale fabriquant les gamètes. Et voilà que des chercheurs ont réussi à montrer qu'on peut passer de l'une à l'autre. Alors ça ouvre des horizons extraordinaires pour le transhumanisme, parce que à partir de ce moment-là, on produira non pas 10 embryons, ou 100 même, mais on peut en produire 1000 sans problème pour n'importe quel couple. Je rappelle qu'il s'agit là, non pas comme avec les cellules souches embryonnaires dont il a été question ce matin, de cellules extérieures au couple, mais là il s'agit de cellules autologues, puisque ce serait la peau de l'homme ou la peau de la femme qui servirait à fabriquer les gamètes, donc on leur produirait éventuellement des milliers d'embryons qui seraient tous leurs enfants potentiels. Sous ça, évidemment, ça change énormément ce qu'on appelle aujourd'hui le diagnostic pré-implantatoire, parce que quelle est la définition de l'anormalité quand le nombre d'embryons augmente? Étant entendu, il faut aussi avoir cette notion que tous les embryons sont différents entre eux. Ce sont des frères jumeaux, mais des faux jumeaux. Donc ils sont tous différents. Et de choisir le meilleur, c'est quand même quelque chose qui engage énormément quand il y a beaucoup d'embryons. De même, le clonage. Le clonage dont on dit qu'il n'est pas possible chez l'homme, il n'est pas plus difficile que chez les animaux. On l'a réussi dans toutes les espèces. Pourquoi le clonage n'a pas avancé? Bon, c'est d'une part qu'il y a des interdits éthiques dans beaucoup de pays, mais c'est surtout qu'il n'y a pas assez d'ovocytes humains disponibles. L'ovocyte est la cellule la plus rare du corps. Chez les animaux, on peut la produire comme on veut, mais dans l'espèce humaine, c'est plus difficile. À partir du moment où on produira des ovocytes en grande quantité, des ovocytes, c'est-à-dire des ovules, on produira évidemment des clones assez facilement. La médecine personnalisée
Est-ce qu'elle est possible? Ben, évidemment qu'elle est possible, puisque il suffit d'appliquer ce projet. Donc cette médecine préventive, se faisant selon le génome, fera que tous les individus deviendront des patients, puisque des malades potentiels, étant donné que le génome recèle d'immenses possibilités de pathologie. Je remarque que tout ça, c'est en ignorant quand même le rôle de l'épigénétique dont on n'a pas beaucoup parlé ici, c'est-à-dire de tous ces facteurs extérieurs à l'ADN et qui viennent moduler le travail de la molécule ADN et l'orienter d'une certaine façon. Si bien qu'il ne suffit pas de s'intéresser à l'ADN, mais à tout ce qui est autour. Et si on peut relativement contrôler l'ADN, il paraît impossible de contrôler complètement la température de l'air, l'alimentation de la personne et un tas de paramètres qui sont innombrables. Alors quels sont les risques du transhumanisme? Déjà, on peut poser que le mépris de l'humanité telle qu'elle existe est quand même contraire à notre notion de l'humanisme et représente un changement considérable dans notre façon de nous considérer nous-mêmes. Il y a des risques sociopolitiques, pour dire l'âge. L'horoscope génomique, c'est-à-dire ces probabilités qui sont établies à partir du génome, parce qu'il s'agit presque jamais de certitude, mais chaque fois de probabilité qu'avec tel génome on devienne ceci ou cela, donc introduit un suivi préventif éventuellement de toute la population. Et je citerai à propos de cette médecine personnalisée ce qu'en disait Jean-Claude Ameisen, le président du Comité national d'éthique français, ce qu'il en disait il y a un mois. Il disait « La médecine personnalisée est une escroquerie en ce qu'elle prétend s'adresser à la personne à travers le biologique, au risque de réduire l'une à l'autre. » Voilà, je crois que c'est pas mal. Et parce qu'en dehors de cet effet d'ailleurs épigénétique que je disais tout à l'heure, pour dire quand même que c'est pas parce qu'on connaît le génome qu'on va pouvoir savoir ce que devient un individu, loin de là, il faut aussi parler des effets pléiotropiques des gènes, c'est-à-dire que les gènes ont des activités, ont des effets qui sont très variés. C'est pas un gène, comme on croyait il y a 50 ans, qui fabrique une protéine qui peut donner une pathologie. Aujourd'hui, on sait qu'un gène peut agir dans des dizaines, voire des centaines de secteurs complètement différents, si bien qu'on est très très loin de maîtriser ce que peut devenir le génome. Alors, en dehors de ça, quel risque du transhumanisme? Il y a quand même le risque d'une société sous surveillance. C'est-à-dire que si la régulation de nos existences se fait comme promis par les transhumanismes à partir d'algorithmes, on est dans une société tout à fait à la Orwell. Donc tout à l'heure j'évoquais Huxley, évoquons Orwell maintenant, et un risque de surmédicalisation, c'est-à-dire de mettre en traitement des gens qui n'ont pas besoin de l'être. À partir du moment où on suit tout le monde devient un malade potentiel et tout le monde mérite un soin adapté. Je voudrais dire que dans le cadre de la fécondation in vitro, banale, déjà 30%, en Europe au moins, 30% des FIV, des fécondations in vitro, sont faites en dehors d'une indication médicale explicite. C'est-à-dire qu'on a affaire à des stérilités idiopathiques, bref, à des causes inconnues. 30% des cas. Au début, quand on a fait Amandine, il n'y en avait pas. Les gens étaient parfaitement stériles. Donc on voit une évolution, et si bien que la population des patients, évidemment, augmente chaque année de 5 à 10%, ce qui est bon pour l'industrie de la FIV. Mais on voit aussi que le tri des embryons, qui se fait dans certains pays sans législation, comme les États-Unis, pour le sexe par exemple, qui se fait dans d'autres pays où il y a un relatif contrôle, comme la Grande-Bretagne, peut se faire pour le strabisme. Des gens qui louchent vont faire une fécondation in vitro sans être stériles pour qu'on trie les embryons afin de leur donner un bébé qui ne louchera pas, ce qui est quand même un grand pas en avant. Et je dirais même en France, où on est le pays certainement où le contrôle est le plus sérieux, on est passé insensiblement des risques de maladies graves aux facteurs de risque de maladies graves. Par exemple, les cancers du sein ou d'autres choses sont aujourd'hui diagnostiqués parfois au niveau de l'embryon pour éviter de faire un enfant qui a un facteur de risque élevé porté par ses parents. Donc il y a un glissement, et ce glissement va toujours dans le même sens. C'est-à-dire que chaque année, on a quelque chose de plus en avant et on va libéraliser les raisons de faire de la fécondation in vitro. Alors, la technoscience se veut autonome.
au-dessus du politique, et c'est bien sûr le cas du transhumanisme. Les transhumanistes qui sont au-dessus du politique, qu'ils méprisent, voudraient un gouvernement d'experts. Ils nous préparent l'élitisme des décideurs, puisque ce serait un gouvernement d'experts, mais aussi l'élitisme des soignés, parce qu'il est impossible de permettre l'accès de tous aux technologies. Si on prend l'exemple actuellement des organes artificiels, le cœur va bientôt marcher, on commence à préparer le poumon artificiel. Qui peut croire que tous les individus qui ont une grave maladie du cœur ou des poumons bénéficieront de ces prothèses qui vont coûter évidemment très cher? C'est-à-dire que même dans les pays riches, nous allons connaître de plus en plus une incapacité à répondre aux demandes comme connaissent les pays en voie de développement aujourd'hui. Et puis, avec tout cela, il y a un appauvrissement des relations sociales, une négation de l'altérité, et je citerai encore Laurent Alexandre dans son livre « La mort de la mort », qui écrit cette phrase extraordinaire: « Il n'y a aucune différence entre faire l'amour dans la vraie vie et faire l'amour avec un partenaire virtuel dans un lit imaginaire. » Voilà un beau programme pour l'altérité. Côté économie-environnement, il y a aussi des conséquences. Cette économie numérique qu'on nous dit complètement virtuelle, en fait c'est du virtuel qui consomme beaucoup, qui consomme des quantités énormes de métaux rares, lesquels constituent une ressource limitée sur la planète, qui consomme de l'énergie électrique. Aujourd'hui, l'économie numérique, c'est à peu près 20% de l'électricité mondiale, et ça augmente sans arrêt, et qui entraîne des pollutions chimiques. Donc ça n'est pas quelque chose d'innocent. Une autre notion, c'est quand les transhumanistes disent que la modification des écosystèmes au hasard, c'est-à-dire ils n'envisagent pas forcément de contrôler tout ce qu'ils vont faire, mais ils souhaitent faire des modifications au hasard. Là, je parle des transhumanistes de la Silicon Valley, qui sont les plus avancés. Par exemple, fabriquer du vivant synthétique, comme ça, pour voir ce qu'il va faire. Faire des animaux transgéniques, avant de faire de l'humain, pour voir comment ça réagit. Et leur idée, c'est de rouvrir le champ des possibles de l'évolution. Il y a même un généticien qui s'appelle George Church qui dit qu'on va fabriquer des machines à évolution. On ne peut pas laisser l'évolution naturelle travailler toute seule, elle est à bout de course, elle a fabriqué un homme qui, on l'a dit, est minable. Donc, il faut relancer l'évolution en provoquant les machines vivantes telles qu'elles existent. Alors, c'est peut-être très stimulant pour les transhumanistes, mais on peut se demander où est la précaution. Parce que dans ces prophéties auto-réalisatrices, il n'y a pas de retour possible sur les actions réalisées. Si vous faites un animal transgénique et qui se multiplie dans la nature, il sera là pour longtemps. Et toutes les modifications faites à l'homme, c'est évidemment la même chose. En conclusion, le transhumanisme brouille la frontière entre la science et la science-fiction, mais il écarte bien sûr les scénarios qui seraient effrayants afin d'augmenter sa séduction. La banalisation du miracle est parfois proclamée. Par exemple, les transhumanistes aiment beaucoup donner un exemple de la vision des yeux, dont on a parlé ici. Ils disent que, et là je pense qu'ils ont raison, on va certainement arriver à améliorer la qualité de l'œil humain en général et faire que l'homme ait une meilleure vue que celle qu'il a aujourd'hui. Alors on pense tout de suite à soigner ceux qui ont une mauvaise vue, mais ils n'intéressent pas beaucoup les transhumanistes. Les transhumanistes s'intéressent à l'homme normal pour en faire l'homme supérieur. Et alors ils posent la question comme une provocation à ceux qui s'opposent à leur démarche. Ils disent, mais pourquoi, si on est capable de donner une meilleure vue à tout le monde, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? C'est effectivement une question. Moi je réponds, parce que c'est une surmédicalisation, donc ça entraîne des coûts, ça entraîne aussi des dépendances, parce que c'est une modification aventureuse des rapports entre l'homme et la nature, avec des résultats complètement inconnus. Là, on pourrait prendre un exemple un peu trivial. Que deviendrait la taupe si on lui donnait une bonne vue, par exemple? Et puis, pour moi, la vraie question, c'est: est-ce bien nécessaire? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une vue d'aigle? Est-ce qu'on vivrait plus heureux? Et on peut poser la même question et donner la même réponse aux autres fantasmes des transhumanistes, par exemple, abolir la mort. D'une part, je crois que ça n'est pas possible, mais même prolonger la vie jusqu'à 1000 ans, est-ce bien nécessaire? Pourquoi faire?
Est-ce qu'on vivra plus heureux? Est-ce qu'on ne sera pas trop nombreux? Bon, il y a beaucoup de questions concrètes aussi qui se posent. Ou bien la question de la grossesse après la ménopause, qui est d'actualité, puisqu'on peut transplanter des embryons de jeunes femmes chez une plus âgée, ou bien transplanter des embryons congelés chez la même femme après sa ménopause. Est-ce que c'est bien nécessaire? Est-ce qu'on ne peut pas s'en passer? J'évoquerai aussi quelque chose qui revient de temps en temps dans les discussions, c'est la grossesse chez l'homme, qui va devenir possible. Mais est-ce que c'est souhaitable et pourquoi faire? Donc on peut envisager comme ça n'importe quoi. Les transhumanistes raffolent de ce genre de choses et traitent de bioconservateurs ceux qui ne suivent pas leur projet. Les questions, c'est donc où commence le transhumanisme? Parce qu'on pourrait dire que toute médecine est finalement inscrite dans le transhumanisme. Je ne crois pas quand même. On peut arriver à poser des limites, ce que refusent les transhumanistes. Et une question grave, c'est que manque-t-il à l'homme qui justifierait le surhomme? C'est-à-dire quel gène on ajouterait à l'espèce humaine, comme le souhaitent les transhumanistes. Et là, moi, je n'ai jamais obtenu une réponse claire à cette question. Quel gène il faut ajouter au génome humain pour qu'on ait affaire à un individu de meilleure qualité? Donc, la réponse qu'on peut donner à tout ça, c'est d'espérer que le rôle des cultures, les cultures humaines qui sont nombreuses, qu'elles nous permettent de résister au mirage technique. C'est une réponse, je crois, un peu formelle, parce que je ne crois pas que ce sera suffisant. Et je voudrais dire aussi qu'il faut faire très attention, parce que même si ces promesses discutables ne sont jamais vraiment réalisées, on ne doit pas se rassurer. Outre les investissements qui sont confisqués aux dépens d'autres recherches qui seraient utiles, l'humanité ne sera pas indemne des propositions techniques et de leur mise en œuvre, ni de la croyance collective qu'il serait possible de réaliser tous les fantasmes. Alors on fait toujours appel, j'ai encore entendu ce matin, à la réflexion, au débat. C'est bien, mais le débat ou la réflexion, ça amène toujours de nouvelles ouvertures vers des autorisations qui vont croissant, sans possibilité de retour en arrière. Et la dérive éthique est contagieuse, c'est-à-dire que si on arrivait à réguler la chose dans un pays, ça ne servirait à rien. Ce qu'il faudrait, c'est une régulation éthique universelle, mais comment peut-on y croire? Et pour terminer, je citerai une psychanalyste, Monette Vacquin, qui a écrit un livre sur Frankenstein ou les délires de la raison, et qui dit qu'elle craint que le développement de la technoscience, donc de toutes ces technologies, ne construise, je cite, un camp de concentration de l'âme dont on ne pourrait jamais sortir pour la bonne raison qu'on ignore que l'on s'y trouve. Je crois que nous y allons. Merci.